Good morning. Bonjour, Okay. Good morning, good afternoon, and good bonjour, evening, bon après-midi, Excellencies, bonsoir, colleagues, and friends Excellences, from around the collègues, world. amis de Welcome tout le to monde, today's event. bienvenue à cet This événement. panel is being Ce held in panel parallel to this sera year's UN un parallèle High-Level Political Forum au on Forum de haut Sustainable niveau Development, politique sur le otherwise known développement as durable. HLPF. My name is Sheila Smith, Mon nom and I'm a est member Sheila of the Smith Society of the et je Sacred suis un Heart, membre de an la Société du international Sacré-Cœur, faith-based organization une with organisation consultative religieuse status qui at the a les UN statuts Economic consultatifs and Social Council, à l'ECOSOC. ECOSOC. I am the UN NGO Je representative suis la for the Society of the Sacred représentante Heart. de Our mission la and vision is the ONG promotion au nom of de la love Société and du respect Sacré-Cœur. for all, Nous voulons especially the most promouvoir vulnerable. l'amour et le respect In pour every tous, et place spécialement where les we are plus present, vulnérables. we work to achieve our Là mission où of l'on est, on contextual grace essaye de through remplir education notre that transforms, mission à travers our goal l'éducation qui while transforme. motivated by Notre but, spiritual values, is motivé aligned par des with the valeurs UN spirituelles, Sustainable Development Goals. répondent aussi aux We are objectifs du part of a développement global durable. community working to On fait achieve a partie more de la equitable, communauté sustainable, globale and qui just essaye world, one that d'avoir respects un the monde inherent plus dignity of all durable humans and où tout le includes monde soit all members of respecté its community. et tous les êtres du At this monde year's soient respectés. HLPF, Dans le United forum States, de cette along année, with other les stakeholders, Nations unies, including those of avec us d'autres representing civil society, participants comme will qui discuss représentent la topics société related to the civile, recovery vont from the COVID-19 présenter des pandemic sujets en and the relation achievement of avec its la Sustainable Development récupération Goals. après COVID-19 As part et of the les objectifs contribution of du the développement Society of the durable. Sacred Heart's Au delegation nom to de this year's la HLPF, représentation we are du holding two Sacré-Cœur events. dans One cet took place on Monday, forum, and this on a one eu un today. événement Thank you all lundi very et much. un autre aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. I'm grateful to our co-sponsors, Je the UN remercie Observer Mission, le presided co-sponsor, by la delegates mission to the UN, permanente de represented l'Ordre de today Malte by auprès des Ambassador Nations Paul Unies, Beresford représentée Hill par of l'ambassadeur the Paul Associated Beresford Women Hill, of the World, l'Association and des the femmes Justice rurales du Coalition monde of Religious, et la JCORE, Coalition pour la who are justice des offering religieux, technical support and qui nous offre moderation aussi today. et Our son moderator is soutien Teresa de la Blumenstein, modération, qui est who Teresa is the coordinator Blumenstein, for the Justice qui est la Coalition of Religious, coordinatrice de la JCORE. Coalition pour la justice des Teresa religieuses. has been supporting the Thérèse efforts of Catholic a soutenu congregations of nos women and efforts religious to de tous les advocate at the religieux United pour Nations for défendre justice auprès and des peace Nations Unies since la justice 2015. et la paix depuis She currently 2015. coordinates the advocacy collaboration Actuellement, of il nearly travaille 300 avec congregations 200 who are engaged congrégations in the Justice qui Coalition of travaillent Religious. dans la coalition des Teresa, religieux thank you for auprès des moderating Nations today. Unies. I now Merci turn it over Thérèse to you. de modérer aujourd'hui. Je te laisse la Thanks very parole. much, Sheila, and thank you Merci to all of beaucoup, you once Sheila, again for et being here with merci à us today. tous pour être As ici Sheila said, avec my name nous. is Teresa Comme Blumenstein. It is a disait great honor Sheila, to be moi je suis coordinating Teresa today's Blumenstein session et je suis la modératrice as aujourd'hui in a post-COVID era. et We'll be où l'on va highlighting today in travailler particular sur our les second objectifs du priority, développement durable dans residents, l'ère refugees, and indigenous post-Covid, people. surtout les jeunes, I les think it's personnes âgées, les important to réfugiés, welcome les peuples today on autochtones. behalf of all of our sponsors Donc, je the vous UN donne Secretary la bienvenue of the Sovereign Council de of the nouveau United Nations, et au the nom Society de of the tous Sacred nos Heart, the Association of co-sponsors, Country Women of the World, and my own organization, the Justice Coalition mon of Religious. organisation, la Coalition pour la justice des We're religieux, interested l'Association des to femmes rurales du reflect on the monde, UN la mission HLPF d'observation because in de l'Ordre de 2015 the Malte. world nations came together and committed to En coordinate 2015, les nations du monde se sont UNDP réunies as the pour Sustainable Development préparer Goals or SDGs. l'agenda qu'on connaît comme Together, les these objectifs du SDGs développement durable. represent a vision for a world Cela where représente justice, une vision equity, du human monde rights, où and tous les humanity, droits soient respectés et la rule of law, dignité soit justice, respectée. equality, La loi, non-discrimination, la non-discrimination, l'égalité, la justice, ethnicity, l'état des droits, and que cultural tout cela diversity, soit défendu and of
et la race, l'ethnicité et la diversité aussi soient respectées et où l'égalité des possibilités donne la possibilité de la réalisation d'un potentiel humain pour tout le monde. 4 ans après cela, en 2019, le COVID-19 a balayé notre monde, exposant les inégalités entre le peuple, entre les pays. Tout cela est un grand obstacle pour la réussite de tous les objectifs du développement durable. Aujourd'hui, on va écouter 4 personnes des 4 pays qui vont présenter leurs rapports cette année. Colombie, et Japon, Mexique, Espagne. Ils vont présenter des défis qu'ils doivent relever pour tenir la promesse des objectifs du développement durable, de ne laisser personne de côté. Et leur message est un message d'espérance. Donc, elles vont présenter les défis et en même temps des bonnes pratiques pour pouvoir avancer, surtout en travaillant sur les objectifs du développement durable. 16, 2, 1, finir la pauvreté, et 3, une bonne santé et bien-être pour tout le monde. Avant de laisser la parole à nos panélistes, je vais laisser la parole à l'ambassadeur et l'Ordre du Malte auprès des Nations Unies, Paul Beresford-Hill. Lui, il est aussi un éducateur qui a étudié à Oxford et à New York. Et actuellement, il est le directeur du Mountbatten Institute qui se spécialise dans des stages à niveau international. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. De nouveau, merci à la Société du Sacré-Cœur et à ceux qui travaillent près des Nations Unies pour prendre partie à cette conversation tellement importante sur la dignité, le développement durable et les perspectives de la jeunesse, des personnes âgées, des réfugiés et de peuples autochtones. On a à peine écouté qu'en 2015, les Nations Unies ont établi les objectifs du développement durable qui reconnaît le besoin d'avancer en 17 domaines qui vont pour la communauté internationale, pour avoir un meilleur avenir pour tous les êtres de ce monde. Au milieu, la pandémie s'est présentée et qui nous a montré l'interconnexion de notre communauté internationale et nous devons garder la direction des objectifs du développement durable. On va arriver à 2025 et on verra qu'il faudra changer notre manière de vivre, des changements que la pandémie nous a montrés et qui nous fait réévaluer à toutes les nations nos objectifs par rapport aux objectifs du développement durable. Les Nations Unies ont établi des domaines pour mise en pratique. Le premier, c'est l'action à tous les niveaux, national, international, ONG, et tous, nous devons travailler avec un esprit de collaboration pour atteindre les objectifs. Et ceci au milieu des nationalismes, de la xénophobie parfois qui se présente dans notre monde, et c'est la menace
les- toute notre fraternité universelle. On ne doit pas construire de murs et on ne doit pas tomber dans la démagogie. On doit prendre cette opportunité pour grandir comme communauté internationale. Un deuxième objectif, c'est toutes les collaborations à niveau international et national pour atteindre les objectifs. Et ceci exige aux nations riches de faire davantage. Mais si on veut éviter des tragédies comme en Syrie ou d'autres dans notre monde, on doit travailler pour ne pas être la source des conflits. On doit aussi se concentrer sur la croissance, le développement, la science, la technique, pour voir et contrôler les objectifs du développement durable, pour assurer d'avoir une information et pour pouvoir promouvoir une énergie propre et avoir une information transparente. Finalement, les changements climatiques, les accords internationaux, comme l'accord de Paris, par exemple, ou celui de Tokyo, sont essentiels, mais beaucoup plus doit être fait pour préserver notre environnement. Vous, comme éducatrices, éducateurs, et tous ceux qui servent la communauté internationale sont des éléments très importants. Vous êtes les agents pour atteindre les objectifs du développement durable. Les gouvernements peuvent faire des lois, etc., mais c'est la communauté d'éducateurs, éducatrices c'est vous qui vont donner espérance au monde. Et il faut se rappeler que 40% de la population mondiale a moins de 25 ans. Et on est ici parce qu'on comprend que l'éducation est une pierre miliaire de la société. Et la qualité de cette éducation doit être notre objectif. Joe Bone, un directeur et collaborateur d'UNICEF, nous rappelle que l'éducation a un impact concret en dehors de l'école. Un programme d'études efficace nous donne la possibilité des travaux décents, des États sûrs, des sociétés plus formées et sauver aussi la situation des migrants, tous ceux qui sont dans la migration, tous ceux sont sous menace. Mais on peut contribuer beaucoup à travers l'éducation à améliorer cette situation. C'est notre vision et chaque jour doit être comme ça. Dans l'accord mondial pour l'éducation, le pape François nous appelle à ne pas être une culture qui jette. On doit écouter la voix des jeunes, des personnes âgées. On doit encourager la participation des jeunes filles et dans l'éducation, on doit reconnaître que la famille est essentielle et aussi se rappeler de ceux qui sont oubliés de tous et qui méritent une dignité, la même que tout le monde. On doit trouver de nouvelles manières pour trouver une éducation pour tout le monde et pour sauver notre planète. Dans les années passées,
il y a eu des choses qui ont compliqué notre situation, les changements climatiques, l'intelligence artificielle et la santé mondiale comme on les voit, la santé publique comme on les voit aujourd'hui. Et on doit se rappeler continuellement que notre obligation, c'est de construire un environnement équitable pour construire un avenir prospère. On dit que la société grandit lorsque les personnes âgées peuvent planter des arbres et qui ne pourront, dont l'ombre ne pourront pas bénéficier, c'est-à-dire qu'ils plantent pour l'avenir. Donc, on doit reconstruire, on doit guérir, récupérer pour trouver un avenir meilleur. L'éthique chrétienne nous dit qu'il faut garder peu pour nous-mêmes parce que tout ce qu'on a, c'est reçu. Le développement durable est possible si on laisse de côté tout ce qui nous divise, notre égoïsme, et on peut éduquer les autres sur les besoins de partager et du sacrifice pour que ceux qui viennent après nous puissent bénéficier de l'ombre des arbres que nous aurons plantés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et aussi, on a apprécié les images spirituelles que vous nous avez présentées, et tout cela est en dessous de notre approche aussi, spécialement le fait qu'il y a beaucoup d'éducateurs et éducatrices ici, donc sûrement on a apprécié beaucoup tout ce que vous avez dit sur l'espérance et les instruments concrets à travers l'éducation, et qu'on a tous un rôle concret à jouer, spirituel, mais aussi très concret. Merci beaucoup de votre présentation. Et cela nous donne la possibilité d'introduire notre première panéliste et toutes les autres. Je vais commencer pour présenter notre première panéliste. Je vous rappelle à tout le monde de parler normalement, ne pas courir, pour les traductrices, interprètes qui travaillent avec nous, Ana Blasquez et Gabriela Scanavino. Donc, elles vont apprécier beaucoup si on ne court pas. Mais aussi, on demande aux panélistes de regarder la montre. Donc, on va présenter notre première panéliste, Norma Acevedo, qui est un membre des Mixtecos, un peuple indigène du Mexique, à Oaxaca, Mexique. Elle est coordinatrice générale du collectif Indi Tequio. Elle a étudié administration et un diplôme en droit de l'homme, égalité de genre pour l'UNESCO. Elle travaille pour une ONG qui soutient l'éducation des enfants dans différents pays. Ici, elle est la coordinatrice des programmes de soutien et en plus, elle fait partie du réseau des producteurs d'économie sociale et solidaire. Elle vit actuellement à Guadalajara. Norma, c'est à toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Pour moi, c'est un plaisir d'être ici avec vous et pouvoir parler un peu du projet que je représente, qui s'appelle Indi Tequio. Donc,
Et je vais faire la présentation, si je peux partager mon écran. Creo que tengo problemas con la... J'ai un petit problème avec la présentation. Si alguien me pudiera apoyar, Est-ce que vous pouvez m'aider pour platicando, présenter? me voy a presentar en Donc, mixteco. Soy d'abord, je vais mixteca. dire que Yenani j'appartiens à Manasiondo, Mixteco. Guñañu Javi. Dakunikan Shindo, Itola Yogoku, Batawundi Chinde. Il est en train de parler dans sa langue. Literal a esta La traduction de ce que je viens de dire, es c'est que de nosotros no un seul d'entre nous ne peut pas faire les choses, mais tous ensemble, nous pouvons coopérer. Et la traduction avec du sens en espagnol, c'est que aucun d'entre nous n'est aussi bon que tous ensemble. C'est une phrase qui exprime ce que nous voulons faire dans notre projet. Merci. Donc, diapo suivante. Donc, moi, je suis la coordinatrice de ce projet qui s'appelle Indetecchio, que en mixteco signifie « nous travaillons en communauté ». C'est un projet où, le diapo suivante, nous sommes 12 personnes et nous avons pour but de partager notre culture et de plusieurs peuples originaires du Mexique, et nous souhaitons continuer à promouvoir une habitude du sud de Mexique qui s'appelle Tequio et qui est une forme d'organisation collaborative pour atteindre des objectifs communs et faire du bien à la communauté, et par le fait même, on crée des liens en communauté. Dans le nord du Mexique, il y a des compagnons qui appellent ceci corrima, et ce serait aide, partage, cadeau. Et ils s'organisent d'une telle manière que tous partagent et donnent leur contribution comme ils peuvent pour construire une école ou pour s'aimer. Ils apportent ce qu'ils peuvent. Par exemple, dans la construction d'une école, ceux qui ont des ressources économiques achètent le matériel de construction. Ceux qui n'en ont pas aident pour la construction même, où les femmes, par exemple, vont pour préparer la nourriture et pouvoir entre tous obtenir l'objectif qui est la construction de l'école. Et nous pensons que cela aide le rétablissement d'un équilibre parce que tous contribuent avec ce qu'ils peuvent. Et en même temps qu'ils se bénéficient de ce qu'ils sont en train de faire. Suivante, s'il vous plaît. Donc, et grâce à la vision ancestrale du monde, nous recherchons notre développement personnel et celui de nos communautés et d'origine et en dehors de ces communautés. Il y a quelques-uns qui nous sommes à Guadalajara
Donc, nous sommes venus de Oaxaca à Guadalajara, mais il y a des compagnons qui vivent dans leur lieu d'origine. Et avec cette inquiétude pour, et à partir de notre cosmovision, nous avons inauguré un espace physique pour promouvoir un développement pour des personnes, surtout des peuples autochtones. Il y a des personnes qui nous appellent entrepreneurs. Nous avons choisi d'être appelés agents de développement parce que nous cherchons notre développement et celui de la communauté. Parce que pour nous, on se développe tous ensemble. Suivante, s'il vous plaît. Donc, avec cette mission, nous sommes une communauté engagée dans la promotion de l'art indigène du Mexique et de la gastronomie de Oaxaca. Nous cherchons à offrir à nos communes, c'est la manière que nous appelons nos clients, un espace multiculturel pour favoriser l'union à partir de la connaissance et de l'apprentissage de nos valeurs et de la diversité. C'est un projet qui présente des défis parce que nous cherchons un développement pour tous et en même temps finir avec des problèmes sociaux comme la discrimination, les inégalités et d'autres choses dont je vais parler. Suivante, s'il vous plaît. Notre vision, c'est d'être une communauté positionnée pour favoriser le développement des communautés et reconnue pour promouvoir la rencontre multiculturelle qui favorise l'union et le développement de la personne. Nous mettons la personne au centre de tous les projets et cela nous aide beaucoup pour prendre des décisions et nous voudrions avoir un impact à niveau national au Mexique pour les communautés indigènes autochtones. Suivante. Nos valeurs sont la coopération, l'union, la solidarité, le respect, la diversité, l'honnêteté. Ces valeurs sont la base de notre action quotidienne et cela nous a aidés à sortir des situations difficiles auxquelles on a dû faire face parce que avec un projet qui cherche et casser plusieurs paradigmes, modèles, surtout sur les personnes autochtones, nous essayons toujours de mettre les valeurs et la personne au-dessus de tout. Suivante. Nous promouvons ceci, que les artisans de nos villages ne soient pas contraints de rendre leur travail moins cher ou de quitter leur lieu d'origine par nécessité, parce que souvent, ils doivent finir pour offrir leur travail et très, très bon marché. Et ensuite, ils voient que cela n'est pas une source de revenus et ils finissent pour migrer aux grandes villes et ils s'adaptent à un autre style de vie et perdent leur identité parce que la vie de la ville les absorbe. C'est pour ça que nous avons décidé de les aider pour qu'ils puissent porter à la ville leur travail et qu'ils puissent continuer à voir la création de leur art comme un choix pour vivre et ainsi conserver leurs techniques. Nous souhaitons
maintenir ces techniques qui portent une sagesse ancestrale, et nous voulons aussi que les artisans continuent à cultiver leur art, parce que beaucoup d'artisans aussi sèment dans leur lieu d'origine et pratiquent donc ils plantent, etc., et qu'ils puissent faire cela en même temps que leur art. Suivante. Nous travaillons en essayant de pratiquer un commerce équitable, et tout au long de la chaîne des valeurs, nous offrons des conseils aux artisans pour qu'ils puissent pratiquer des prix équitables et qui ne donnent pas en cadeau leur travail. Aussi, puisque nous offrons un service à manger, disons, une cuisine populaire, nous offrons à nos clients qualité, prix et service. Et nous essayons d'être très conscients de tout cela tout au long du processus. Nous travaillons c'est environ avec 16 villages originaires appartenant à 12 États du Mexique et qui pratiquent des techniques différentes. Peut-être vous le savez déjà, mais les communautés indigènes, nous voyons notre mère terre comme quelqu'un qu'il faut respecter et soigner. Donc, tous les matériels qu'on emploie, qui viennent de notre mère, la terre, il y en a qui travaillent avec la peau des animaux qui sont déjà morts, ou bien des branches qui sont déjà sèches. Ceux qui travaillent avec la poterie, c'est avec de la terre, de notre terre. J'ai mis ici quelques défis qui sont très importants. La discrimination, nous adapter à des règles inconnues et au changement, et rester en place, tenir bon, parce que la pandémie a été très forte, mais nous avons pu, ça a été difficile, mais c'est grâce à l'appui de beaucoup de personnes, nous sommes encore en place. On a pu tenir. Suivante. Les réussites, ce qu'on a pu réaliser, c'est faire communauté, unifier nos valeurs, parce que, comme vous savez, nous appartenons à différentes techniques dans le projet. Il y en a qui sont dans leur communauté et parfois on a des critères différents, mais on essaye d'unifier nos valeurs. Briser les paradigmes, c'est le nôtre et aussi ceux de la société. Construire la perception de l'artisanat, parce que dans la société, souvent, l'artisanat n'est pas valorisé et on travaille en lien avec d'autres organisations similaires que nous avons rencontrées au long de notre processus. Norma, if I could just ask Suivante, when you et je vais te demander d'essayer de finir. Ok, je vais finir avec cette présentation. Nous promouvons le style de vie artisanal qui signifie vivre avec sensibilité, conscience et équilibre pour transcender le temps avec des fleurs et des chants.
Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, That is Norma. truly beautiful work. C'était très beau. Votre travail est très beau. On voit que il y a beaucoup d'efforts, mais en même temps, il y a toute une histoire de communautés qui essayent de garder leurs valeurs culturelles et de survivre. Et on voit qu'il y a toute cette valeur dans vos produits. On voit que le développement de l'individu et le développement de la communauté sont interdépendantes. On voit cela dans l'interaction entre la relation entre les différents objectifs du développement durable, parce que tous dépendent de tous. Merci beaucoup pour partager avec nous ceci. La suivante, María Elena Arteaga, qui est colombienne, économiste de profession. Elle a étudié sur les femmes, les genres et la agroécologie, et depuis plus de 40 ans, elle travaille au développement de programmes sociaux avec la pastorale sociale en Colombie, des programmes avec des recycleurs et des micro-entrepreneurs. Elle va réfléchir sur la dignité au cœur des objectifs de développement durable du point de vue des femmes et leur contribution à la création de communautés solidaires pour aider à vaincre la faim en temps de pandémie. La parole, c'est à toi, Marie-Hélène. Merci beaucoup. Je remercie l'invitation et de pouvoir partager quelques réflexions que nous avons faites en notre collectif Artisans de la vie. C'est un groupe auquel sont unis beaucoup d'autres groupes et nous travaillons, avons des projets ensemble et des rêves aussi. Il y a les religieuses du Sacré-Cœur qui nous accompagnent au sud de la Colombie, presque aux limites à la frontière avec l'Équateur. Donc, merci à toutes ces femmes qui nous accompagnent. Voici quelques réflexions que je voudrais partager et qui un peu parlent de la contribution de la femme à la construction des communautés solidaires qui doivent surmonter la faim en temps de pandémie et de chômage national, qui continue encore en Colombie. Suivante. Donc, parler de la dignité de la femme, c'est parler de la vie quotidienne, de chaque tâche pour faire face à la vie. C'est là, si répétitif et quotidien, mais qui devons écouter et regarder chaque chose comme une prière. Et je vais répéter cela à la fin. Et pour découvrir la raison profonde de ce qu'une femme fait pour elle, pour ceux qui l'entourent, même pour la mère terre, parce que tout ce qu'une femme fait, surtout une femme rurale en Colombie, a la valeur suprême du soin, la capacité de se livrer et se donner pour surmonter des conditions défavorables, et à cela, nous l'appelons dignité. Suivante. Que se passe-t-il en Colombie? Je vais vous donner seulement quelques données. Nous avons plus de 8 millions de personnes en situation de déplacement en raison du conflit armé interne, les trafics de drogue et une population en condition
de pauvreté, on est à 42,5% en 2020. Il y a des milliers de Colombiens, 287 000, ont un seul repas par jour et 3,2 millions mangent 2 fois par jour. Dans le contexte du chômage national, il y a eu la répression et 83 meurtres, 1677 personnes blessées, 80 personnes avec des blessures aux yeux, 267 défenseurs des droits de l'homme ont été agressés, 106 victimes de violences de genre et 3203 personnes arrêtées, etc. Mais il y a des villages ruraux qui ont eu des pénuries de denrées alimentaires de base. Et alors, c'est invraisemblable parce que nous sommes une communauté agro-industrielle et paradoxalement, et à cause de la situation économique, etc., et nous avons des pénuries de denrées alimentaires de base. Suivante. Suivante. Il y a eu des activités et des initiatives communautaires pour dépasser la situation des faim. Dans les quartiers, plusieurs familles faisaient des soupes populaires. Cela s'est passé dans notre quartier de Lugo, dans plusieurs quartiers et de plusieurs villes. Plusieurs personnes ont fait le troc d'aliments, de la nourriture. Elles ont partagé entre les familles et les voisins le peu qu'ils avaient. Il y a des personnes qui devaient voir si une famille n'avait pas à manger. Elles cherchaient près des gouvernements locaux pour avoir de la nourriture pour ces personnes. Et on essayait de faire des petits travaux communautaires payants pour ces personnes qui n'avaient pas à manger. Et aussi des petits marchés locaux qui permettaient d'avoir de la nourriture de base. Et avec cela, s'est développé des leaderships sociaux et politiques. Beaucoup de femmes que devant le besoin de la nourriture, on est les premières pour aller chercher la nourriture. C'est la dignité qui nous fait répondre. Et on a cette femme dans la photo qui a son enfant avec un bras, qui est handicapé. Elle est une vendeuse de la rue et comme beaucoup d'autres femmes, elle est sortie pour chercher et lutter pour la dignité humaine. Une femme ne mange jamais seule. Elle est toujours en communauté. Suivante, s'il vous plaît. C'est un fait de la réalité, ceci. Dans la photo, vous voyez des femmes qui ont une âme de mère, même si elles ne le sont pas physiquement. Elle prend soin toujours qu'il y ait de la nourriture pour les autres. Ceci, c'est un groupe de personnes qui sont à Santa Leticia.
Au Caucase, c'est une région rurale et qui produisent des légumes, etc. Ils ont créé cette association Santa Leticia et ils produisent des truites, des poulets, des poules pondeuses. Mais l'objectif, c'est de fournir de la nourriture aux habitants de leur village et aux voisins. Et pendant la pandémie, ils n'avaient pas la nourriture pour les animaux, mais ce qu'elles pouvaient obtenir, elles le partageaient. Ils ont fait des listes pour pouvoir donner à manger à tous les enfants et que personne ne reste sans nourriture. Ils ont partagé et ce qui est partagé se multiplie. Ce qui est le plus admirable de tout ceci, c'est que les accompagnatrices sont Rosalena Cardenas Maria et Teresa Caicedo, qui sont religieuses du Sacré-Cœur en Colombie, avec beaucoup d'amour. Elles disent toujours, ce qu'on a, on le partage, et ce qui est partagé se multiplie. Et le déjeuner, les oignons et le reste sont pour tous ceux qui passent chez elles. Suivante. Suivante. Je voudrais exprimer ici pourquoi on montre cette expérience. C'est parce que ces femmes, Teresa, etc., elles sont dédiées aux soins. Avec leur cœur à main, elles construisent de nouvelles communautés. Avec les soins de ces familles pour qu'elles aient toujours la nourriture, les soins de l'environnement, les soins de maintenir l'organisation, les soins de cultiver la solidarité, le soin de pratiquer le respect, même si on est différent, le soin du cœur. C'est la philosophie de leur vie. Ce que je veux souligner ici, c'est une phrase de Leonardo Boff qui exprime tout ceci. Il dit, le soin est la dimension la plus profonde et la plus essentielle de l'être humain. C'est une relation amoureuse, une dimension de l'affectivité. Et cela, en ce qui concerne l'environnement, est fondamental et définitif, car ce dont nous nous occupons dure plus longtemps, demeure. Et si nous nous occupons, nous prenons soin de la maison commune dans laquelle nous habitons, nous survivrons. Suivante. Maria-Elena, je vais te demander d'essayer de conclure. OK. Je voudrais seulement rendre visible la contribution de la femme. La femme est le soutien de la maison, qui est souvent invisible. Souvent, elle est tuée. Les 41% des dépenses de ménage viennent de l'apport du travail domestique et des soins non rémunérés. Et les 45% de la production nationale. Et donc, la contribution des femmes, elle est 76% et celle des hommes, 23%. Et cette année, il y a eu 258 féminicides. Suivante. Je vais vous présenter les défis. Les défis sont revenir à la pédagogie du soin, au travail et le respect des personnes qui travaillent dans les régions rurales et le respect pour tous les citoyens. Ça, c'est un besoin pour la survivance humaine.
et pour toutes les personnes qui sont en train de mourir à cause du Covid. Hier, une sœur à moi est décédée et je voudrais offrir cette présentation comme une prière pour toutes les femmes qui sont décédées. Merci. Gracias, María Elena, and our Merci. condolences for the loss of your friend, Condoléances and pour many who toutes faced, les personnes similar qui, challenges and qui also sont passed away décédées. in the time of this crisis. Et And you've pendant given us a 7 very ans, clear picture tu nous of as donné through un resourcefulness and cadre boldness, strength of women de comment les to femmes ont foster des and ressources prioritize this et pour God-given donner of une care that priorité is aux complex soins and qui binds us to est all in essentiel et complexe en though même it temps involves a great et, deal et of le hard soin de tout le monde, Thank you de so toutes much les créatures. for bringing a light to that Merci today. pour souligner cela aujourd'hui. La suivante est Pilar Fabia, qui est née à Barcelone, appartient à la Société du Sacré-Cœur. Elle a un diplôme en pédagogie, théologie, une spécialisation en analyse politique, un master en droit de l'homme et migration. Et elle va parler sur les inégalités en rapport à l'objectif 10, surtout en vue de migrants réfugiés, qui est un groupe très vulnérable dans la société espagnole et qui est très présent dans cette société. C'est la parole à toi, Pilar. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Merci beaucoup de pouvoir partager avec vous une des réalités la plus difficiles d'Espagne. Ma présentation aura 4 sections. La première, migrants réfugiés dans la société espagnole, 20 ans des changements structurels. L'autre sur les droits des personnes comme centre de l'étape post-Covid. 3, les obstacles à l'exercice intégral des droits des collectifs de migrants et des demandeurs d'asile. Et 4, une bonne pratique qui est une expérience alternative d'hospitalité. Le premier point, migrants réfugiés dans la société espagnole, 20 ans de changements structurels. Les données que je vais offrir montrent l'augmentation de la population migrante dans la société espagnole depuis le début du XXIe siècle. Un nombre important de collectifs de migrants souffrent des problèmes de pauvreté et inégalité qui entravent le progrès de l'ensemble de la société vers la réalisation des objectifs du développement durable, surtout les 1 et 10. Espagne est passée d'être un pays des migrants à un pays d'immigrants. Ce sont les données du 1er janvier 2020. On a un total de 47 millions de population en Espagne et de cela, il y a 7 millions qui sont des personnes étrangères en situation administrative légale. Donc, c'est les 14-15%. Ce pourcentage était de 2% en 1990 et de 5% en 2000. Cette population étrangère a 11% a le permis de séjour. Ce n'est pas la citoyenneté, mais les 11% ont le permis de séjour. Les 5 premiers pays de provenance sont en ordre par quantité, Maroc, Roumanie, Colombie, Équateur, Venezuela. Et aussi, il y a les migrants irréguliers. Actuellement, l'immatriculation nous montre qu'en Espagne, il y a plus ou moins 390 000 et 470 000 personnes en situation
irréguliers. De cela, les 55% sont des femmes, surtout d'origine latino-américaine, qui travaillent surtout dans les tâches domestiques et les soins des personnes âgées. Les hommes sont plus jeunes que les femmes. Et une autre donnée, en 2019, en Espagne, il y avait 43 000 entrées par la frontière sud, donc de l'Afrique surtout. Et de cela, 50% provenaient du Maroc. Un autre sujet important, c'est la croissance des demandeurs d'asile. Aussi, d'après les données du service jésuite migrants. En 2014, il y a eu 5 947 demandes d'asile. En 2019, par contre, 118 264 demandes. Donc, il y a une grande différence. Les 5 premiers pays, par ordre d'importance, c'est Venezuela, Colombie, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Le deuxième point, c'est les droits des personnes comme centre de l'étape post-Covid. Le rapport du gouvernement espagnol qui va présenter la semaine prochaine dans le forum exprime l'intention de répondre à la crise Covid à partir des conséquences humanitaires, sociales, économiques et sanitaires subies par les groupes les plus vulnérables. Et du rapport, je voudrais souligner 2 sections centrées sur les objectifs 1 et 10. Le premier, que le gouvernement appelle politique levier 1, prévention, lutte contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale. Il voudrait une modification du règlement de la loi sur les étrangers à l'égard des mineurs étrangers. Ceci est en évolution, n'est pas approuvé. Il y a aussi une réglementation pour éviter l'irrégularité des étrangers. Ici, ils sont en train de donner des facilités dans la possibilité de régulariser les demandeurs d'asile qui ont été rejetés. Et on veut aussi approuver des subventions pour le développement de programmes dans les domaines de l'accueil, de l'intégration des soins humanitaires, pour les demandeurs de protection internationale et la prévention de la xénophobie et du racisme. Le gouvernement parle aussi des stratégies de développement durable pour mettre fin à la pauvreté et aux inégalités. Ils expriment la volonté de faire face à des situations de vulnérabilité structurelle qui touchent particulièrement et dans un pourcentage supérieur au reste de la population, les collectifs de migrants et demandeurs d'asile. Il y a un fort niveau d'appauvrissement et augmentation de l'écart social et économique par rapport aux autres collectifs. Il y a des graves problèmes d'accès au logement qui atteignent des situations de rue, des personnes qui habitent chroniquement dans la rue. Il y a des difficultés d'accès au monde du travail pour des raisons différentes et des prestations sociales insuffisantes ou inexistantes. Le troisième point, ce sont les barrières à l'exercice complet des droits pour les collectifs des migrants et demandeurs d'asile. Ce sont des droits que le reste de la population a. Il y a des différentes pratiques et le gouvernement ne parle pas de ce dans le rapport. Et ces pratiques qui sont répandues et enracinées dans les politiques sociales et économiques. Et donc, je verrai 3 points. Les difficultés d'accès au logement, le travail
et la gestion bureaucratique. Les problèmes d'accès au logement touchent de manière endémique les groupes sociaux les plus vulnérables. D'abord, les prix des locations sont très élevés par rapport au pouvoir d'achat. L'impossibilité d'avoir un contrat de location légal en cas de situation administrative irrégulière ou de régularisation et un rejet social significatif et manifestations de racisme, xénophobie de la part des propriétaires pour vendre ou louer à des migrants ou des personnes d'origine déterminée. Un autre point, c'est la précarité du travail. La précarité et l'instabilité est une des grandes faiblesses du marché du travail espagnol. Il y a un niveau de chômage nettement supérieur à la moyenne nationale, avec une incidence particulière dans les secteurs les plus jeunes, une surreprésentation dans les emplois de mauvaise qualité ou à bas salaire. Il y a les contrats précaires rendant impossible l'accès à la régularisation administrative, les situations administratives irrégulières qui favorisent l'économie souterraine et l'exploitation du travail et ces personnes ont peur de dénoncer pour peur de perdre le travail. Un troisième point, c'est la complexité de la gestion bureaucratique du pays. Un problème endémique de l'administration espagnole, c'est la lenteur et la complexité de ces processus. Bon nombre de ces processus sont approuvés par une loi sur les étrangers qui tend à rendre le processus de régularisation administrative très difficile et coûteux. Les migrants demandeurs d'asile souffrent particulièrement de ces aspects. De longs temps d'attente pour accéder à différentes ressources et allocations de transport, sociaux, etc., ou d'autres démarches comme l'entretien d'asile, les rapports d'enracinement social, etc. 2. La complexité des processus, la difficulté à comprendre les étapes et les lignes directrices à suivre et les lieux de recours. Et troisièmement, la complexité aggravée ces derniers temps par le soi-disant écart numérique. Dans son rapport, le gouvernement s'engage à corriger cette complexité et les conséquences. Pour finir, une bonne pratique, l'expérience alternative de l'hospitalité. Je vais te demander de finir. Depuis les services jésuites migrants à des différents endroits du territoire espagnol, et ils ont des initiatives d'accueil. L'essentiel, c'est que en 2019, on a accueilli 500 personnes par cette initiative pour offrir un accompagnement, pour offrir un logement, une insertion laborale du travail. Je vais essayer de finir. C'est une initiative qui met au centre la personne, sa dignité et ses pleins droits. Merci beaucoup. Merci Pilar. Tu nous as présenté la situation d'une population invisible en Espagne et que parfois ne sont pas inclus dans les statistiques ou dans les rapports. Donc, merci pour présenter cette histoire et cette ombre de la réalité. La prochaine sera Yasuko Taguchi du Japon. Elle a une maîtrise en éducation du Boston College, a travaillé comme volontaire à Uganda dans les années 60 avant de rejoindre la Société du Sacré-Cœur. Elle a une expérience comme éducatrice du Sacré-Cœur dans 5 écoles du Sacré-Cœur. Aujourd'hui, elle va parler des jeunes sur la pensée critique, la conscience globale et sociale avec une éthique humanitaire de base. La parole est à toi.
Unmute yourself, Tesuko. Il a sorry. Excellencies, colleagues and Excellences, greetings collègues, from Hokkaido, amis, Japan. bonjour du Slide, Japon. please. Slide 2. As an educator in a Catholic Comme school in éducatrice dans Japan, une école catholique du I Japon, represent a je small représente percentage of the un Japanese pourcentage faible des éducateurs since only japonais, 4% of the puisque seulement population 1% de la population est chrétienne. along with Proche. other Sacred Heart Avec educators. d'autres éducateurs I du have Sacré-Cœur, j'ai educated essayé students d'éduquer about les their élèves values and sur truths les according réalités et to les the vérités de la 21st vie century. mondiale du XXIe Sacred Heart siècle. educators Les éducateurs du aim at Sacré-Cœur transformative cherchent education une éducation and a concern transformatrice towards critical et sont thinking, préoccupés pour la global and pensée social critique, awareness with la basic conscience human globale et values, sociale, all of avec which seem l'éthique to be humanitaire further de from the base, list of qui important semble topics loin that dans students la are liste des sujets learn in the importants current Japanese que les educational étudiants sont system. censés Next, please. d'apprendre dans le système éducatif japonais SDGs actuel. pledging Les no one objectifs will be left behind, s'engagent à ce que led personne ne by soit laissé with pour the compte. message of Et Jesus c'est la Christ, raison who avec le said, message de I will Jésus-Christ qui a never leave dit, you je ne nor vous, forsake you. je ne To vous me, délaisserai, ne vous SDGs oublierai jamais. provide a common Pour language moi, les for us to objectifs communicate the fournissent un message langage of commun pour Christ communiquer to le the message secular du world Christ in au Japan. monde Next, laïque du please. Japon. The Japanese government Le has taken gouvernement seriously japonais the a pris au 2030 sérieux agenda and l'agenda the 17 2030 SDGs et les because 17 of the objectifs Japan du faces développement fundamental durable, educational parce que le reforms Japon excellence. doit faire des réformes fondamentales dans Japanese l'éducation. project fosters Le teachers and projet educators to s'engage à maximize maximiser learning about l'apprentissage de la sustainable society société and moving durable forward et towards aller de global l'avant citizenship, vers la citoyenneté ambitious mondiale et voluntary national review l'examen reflects some of the above. national But volontaire de cette attention année must always reflète go to Japanese certains people. de points If Japan is qui truly précèdent, to mais reinvent l'attention, itself as a 21st century global mais si le leader, Japon not veut only vraiment se economically, but réinventer also comme socially leader and mondial, culturally, non seulement mutual économiquement, mais respect and aussi compassion socialement et for our culturellement, fellow human le beings respect must mutuel be et at la the core of compassion our de nos national compatriotes education system. doivent être Next, au please. cœur de notre système I would like éducatif. to highlight two undeserved groups in Japan. Je voudrais mettre en évidence People deux on the groupes move sous-servis au and the Japon, indigenous les people personnes en covering déplacement et les peuples SDGs goal 10, indigènes, especially pardon. regarding targets C'est là que 2, voir avec 3, l'objectif 10 and 10. et 2, 3 Japan's voluntary et national 10. review does not Les, adequately address le, SDGs 10. le It uses rapport volontaire ignorant national language. du This Japon is evident by no n'adresse mention pas of l'objectif foreign workers, 10. nor Et cela est indigenous prouvé people. par Next, aucune please. mention des travailleurs étrangers ou de peuples I'm not going to read autochtones. all this, Je but ne veux pas highlight 2, lire tout 3, ceci, 7 mais seulement les are objectifs very 2, important to 3 me. et 7 Next, please. sont importants pour moi. Suivant. People on the move. At the Les Global personnes en Compact on mouvement. Migration Lors de Conference in l'accord Morocco, mondial where the du compact Maroc, was adopted by the où UN, l'on a adopté Japan un already accord pour les Nations closed Unies, commented with le these Japon s'est words. adressé à ceux qui ont Japan réuni, welcomes that the ce qui United était Nations has réuni en tackled disant, le migration Japon issues se and félicite committed que to les work Nations to Unies se sont enactment of attaquées the aux Global problèmes Compact migratoires on et se sont Migration in the engagés first à international œuvrer framework of à its kind. l'adoption du We Global believe Compact the compact sur la serves as migration. will to foster the Nous solidarity pensons que of cet international accord community, démontre notre volonté which de is favoriser la essential for oneself solidarité de la only communauté to prevent internationale qui migration. est essentielle pour The promouvoir address une migration continues with the sûre, following ordonnée et recognition régulière. by the Japanese Le government discours of the continue en welcome to disant Japan que le gouvernement to help japonais react veut to travailler various issues such as sur addressing the root différentes causes of questions comme la post-displacement, lutte contre les saving causes the lives profondes of du migrants, déplacement and forcé, managing our le national borders. sauvetage de la vie des In migrants doing et so, la gestion de Japan nos will frontières provide, nationales. together with Ce emergency faisant, le police Japon groups, fournira mid to une long-term aide cooperation d'urgence, as une we champions the coopération concept à of mi et human long security terme, car at nous which Japan chérissons holds le concept de humanitarian sécurité development and humaine peace. et Next, please. souhaitons améliorer
les liens entre l'aide humaine, le développement et la paix. Le Japon reconnaît la nécessité des lois. Oh, sorry. Oh, il dit que I don't know what happened, but part of it is not. This is not complete. But et la présentation n'est pas complète. students and people, citizens, On voit là des citoyens qui protestent contre Yeah. I'm sorry. This is. You can see the small words. Human rights of the people on the move, protesting against the immigration. c'est une protestation pour la dignité humaine et de la part des personnes en mouvement. So we really have to be very careful about it. Right. Japan recognizes its needs for laws. Donc, le Japon reconnaît la nécessité des lois qui reconnaissent que le sol japonais soit ouvert aux étrangers et que ceci ait le même droit que les citoyens japonais. Bien que le pays soit généreux dans la fourniture d'aide financière et médicale à d'autres pays, le Japon est parfois fermé pour l'accueil des travailleurs étrangers, des citoyens des pays avec moins de possibilités. Les ministères japonais de la justice et le bureau japonais de l'immigration ont eu en détention des réfugiés et d'autres étrangers qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine pendant de longues périodes de temps. Nous recommandons également que le gouvernement japonais s'attaque aux problèmes concernant les étrangers qui travaillent comme stagiaires techniques et étudiants et ceux qui viennent au Japon pour présenter une demande en tant que réfugiés. À l'état présent, il y a des défis à mettre en œuvre les politiques d'immigration appropriées. En particulier, nous recommandons que le gouvernement japonais développe une législation pour le traitement des réfugiés, d'abord pour une question humanitaire et pas qui ne se contente pas du point de vue seulement juridique, puisque de nombreux étrangers en crise ne viennent pas avec une documentation appropriée. Les réseaux de la société japonaise dans leur travail sur les objectifs du développement durable doit publier un rapport. Maintenant, le peuple autochtone. Le peuple autochtone d'Hokkaido au Japon sont appelés Ainu, qui signifie humain. Ils vivent dans le nord du Japon, à Sakhaline, en Russie. Maintenant, ils vivent principalement à Hokkaido. Ces gens Ainu n'ont pas le droit de s'autodéterminer et ne peuvent plus participer à la décision des questions concernant leur avenir. Ils n'ont pas voix au chapitre, pour ainsi dire, et ni aucune place dans les lois décidées par le gouvernement japonais. Parce qu'il en coûte beaucoup d'argent de faire campagne pour une élection, ces gens ne sont pas en mesure de se présenter dans l'arène politique. Leurs terres et leur droit de récolter le saumon ont été enlevés, ce qui leur laisse peu de ressources économiques. En Amérique, au moins certains Amérindiens reçoivent un certain pourcentage des profits de la pêche du saumon, comme c'est le cas des Columbia River, en Amérique. Comme Hokkaido était autrefois une terre Ainu, ce serait recommandable pour le gouvernement japonais de leur payer une redevance de location. Cela serait possible s'ils recevaient le bénéfice des terres publiques, comme les parcs nationaux. Upopo est une installation que les gens Ainu se sont construits, mais le gouvernement a payé pour faire de ceci une destination touristique. Le directeur original qui était Ainu a été dégradé
et maintenant comme un membre du personnel et un directeur japonais a été installé. Il en va de même pour le peuple Ryukyu de Okinawa. Ils n'ont aucun droit à l'autodétermination. Actuellement, ils ont un gouverneur qui s'oppose à la base militaire d'Ekono. Et ce gouverneur est contraire à la base militaire d'Ekono, mais le gouvernement japonais les ignore. La démocratie exige que l'opinion majoritaire décide de la politique. Cependant, la séparation des pouvoirs par les tribunaux n'existe pas en ces cas. Les questions relatives aux droits de l'homme et les résultats des élections d'Okinawa ne sont pas respectés par le gouvernement japonais. Il n'y a pas d'endroit pour faire sentir la voix de ce peuple d'Okinawa. En conclusion, nous sommes reconnaissants que le gouvernement japonais soutienne l'agenda 2030 et l'accord mondial sur les migrations et réfugiés. Nous sommes également reconnaissants que notre gouvernement apprécie la valeur de travailler de manière multilatérale avec la communauté internationale sur les questions migratoires. Nous applaudissons notre gouvernement pour avoir pris une première mesure, mais ils doivent reconnaître le peuple autochtone du Japon. Comme éducateurs des jeunes d'aujourd'hui, nous sommes prêts à collaborer avec le gouvernement sur des questions qui concernent les réfugiés et le peuple autochtone. Nous recommandons donc que le Japon continue à collaborer avec les institutions éducatives et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés pour transformer le Global Compact en action. Précisément, le Japon pourrait passer d'être inspiré par d'autres pays et financer leurs projets, pourrait passer à prendre des mesures lui-même. L'une des meilleures pratiques que le Japon pourrait adopter, c'est les programmes de parrainage des étudiants au Canada, qui est un moyen constructif pour trouver des solutions durables pour les réfugiés grâce à un soutien à l'éducation d'égal à égal parmi les jeunes. Et cette initiative offre de nombreuses possibilités d'éducation aux jeunes réfugiés et changement d'attitude à l'égard des réfugiés parmi la population japonaise. Une autre action, ce serait que le gouvernement japonais et d'autres parties prenantes au Japon promulguent les recommandations trouvées dans le rapport telles que les observations sur l'examen périodique universel des Conseils des droits de l'homme des Nations Unies de 2017. Donc, merci pour votre attention. Merci. Thank you very much, Yasuko. And from the insights Merci. you've presented there, I know you bring a great deal of Je sais que tu présentes, il y a eu toute une analyse des droits de l'homme dans ton travail d'éducatrice, parce que, comme la Déclaration des droits de l'homme dit, l'éducation est un droit et doit inclure la promotion de la paix, la justice et le bien-être de tous. Donc, merci de ta présentation. Merci. Et notre dernière panéliste, c'est Magdi De Kock, qui est présidente mondiale de l'Association mondiale des femmes. Elle a beaucoup de rôles en Afrique du Sud. Elle a travaillé comme directrice d'école et elle a participé à beaucoup d'événements et surtout pour donner la voix aux femmes rurales
dont elle est la présidente de l'association. Elle voudrait promouvoir l'organisation à niveau international pour donner voix aux femmes dans le monde entier. Bonjour d'une Afrique du Sud, un hiver excellence, amis, avec tous les protocoles. Je suis heureuse et honorée d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, l'adoption de l'agenda 2030 des objectifs du développement durable en 2015 a été considérée comme un grand pas en avant qui s'appuyait sur les leçons tirées des objectifs du millénaire pour le développement et appelait à un développement responsable, équitable, de la dignité humaine et les droits de l'homme. Le forum politique de haut niveau a vu les États se manifester souvent et mettre en avant ce qu'ils considèrent comme leur succès dans la réalisation des objectifs. En 2019, un membre de G7 a fait une présentation de l'examen national volontaire en disant « Nous avons fait notre part et que faites-vous tous ?» À maintes reprises au cours de ces rassemblements, le rôle de la société civile a été pointé du doigt et reconnu, et puis immédiatement écarté lorsque les drapeaux ont été retirés et que les hashtags ont cessé d'être tendance. La réalité de notre engagement mondial en faveur des droits de l'homme et de la dignité peut être évaluée beaucoup plus honnêtement à la lumière de la pandémie COVID-19. Au début de l'année 2020, de nombreux pays ont pris la sage décision de fermer leurs frontières aux voyageurs. Mais ce faisant, trop de pays ont fermé la porte à l'égalité, à la dignité et à l'engagement collectif en faveur du droit de l'homme à une vie équitable. Personne ne conteste en gouvernement la volonté de protéger ses citoyens, mais nous devons également reconnaître que notre engagement envers les mécanismes internationaux et la citoyenneté mondiale ne peut s'estomper lorsque les choses se compliquent. En effet, plus la communauté mondiale est forte et plus nous sommes éloignés de la pauvreté, de la mauvaise santé et de l'injustice économique, et plus il est facile pour le monde de surmonter la tempête dans son ensemble. Au cours des 6 premiers mois de 2020, il était clair que les personnes âgées et les personnes de couleur étaient celles qui souffraient le plus les impacts physiques de COVID-19, et ça n'aurait pas dû être un choc. Dans les pays développés, la réalité socio-économique est que les personnes de couleur souffrent davantage car elles vivent de manière disproportionnée dans des communautés plus pauvres, ayant moins accès à des soins de santé de qualité. Lorsqu'il existe des programmes de vaccination, les communautés minoritaires sont confrontées à d'importantes lacunes en matière d'adoption causées par la méfiance à l'égard d'un système qui n'accorde la même valeur à leur vie et aggravées par un accès inégal à l'Internet. La cause de ces inégalités, c'est l'injustice systématique et doit être traitée à tous les niveaux de nos sociétés avant qu'un véritable changement et une amélioration puissent être assurés. Aux États-Unis, les Noirs américains présentent des taux de mortalité liés au COVID nettement supérieurs à ceux de tous les autres groupes raciaux, ethniques, à l'exception des populations autochtones. Selon les statistiques publiées en mars 2021 par APM Research Labs, dit que pour 100 000 Américains d'un groupe donné, il y a 256 autochtones, 179 personnes de couleur, 176 insulaires du Pacifique et 147 latinos qui sont morts du coronavirus contre seulement 150 blancs et
96 asiatiques. Ces chiffres des États-Unis, mais des statistiques similaires existent pour la plupart des pays développés. Bien entendu, il est difficile de calculer les tendances en matière de vaccination dans les pays en développement, car de nombreux pays et communautés n'ont pas encore mis en œuvre un programme réaliste. L'initiative COVAX permettra à terme de garantir l'accès à tous les pays au vaccin, mais c'est trop peu, trop tard. Le nombre de décès, l'impact sur la santé mentale et les pertes économiques dévastatrices seront trop importantes pour que de nombreuses petites nations en développement puissent s'en remettre de manière significative et certainement en dehors du calendrier fixé par l'agenda 2030. Dans les pays développés, on parle beaucoup de l'impact du COVID-19 sur la santé mentale. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont tous deux au cœur d'une crise de santé mentale qui a fait des milliers de victimes. Les femmes continuent de souffrir de ce qu'on appelle la pandémie fantôme de la violence domestique. Peut-être serait-il préférable de parler des pandémies parallèles. L'augmentation terrifiante de la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles prendra une génération pour revenir au niveau pré-pandémie, à moins qu'il n'y ait un véritable engagement à s'attaquer aux causes profondes de l'inégalité entre les sexes. Les femmes des communautés qui connaissent les difficultés financières, qui connaissaient les difficultés avant le Covid et qui ont subi les pires effets de l'austérité en termes de réduction et de retrait des systèmes de protection sociale, sont aujourd'hui confrontées à des défis encore plus importants. Les femmes qui travaillent dans des secteurs qui sont des soins non rémunérés ou faiblement rémunérés, qui occupent des emplois précaires et qui travaillent dans l'agriculture, souffrent actuellement et continueront de souffrir d'une plus grande insécurité financière. Les personnes âgées ne sont pas seulement exposées à un risque élevé de maladies et décès du COVID, mais elles sont également plus vulnérables aux défis posés par la pandémie, qui ont un impact sur le bien-être mental et la sécurité sociale. Les systèmes de santé en crise au milieu de 2020, la surpopulation des hôpitaux a conduit à des protocoles de triage et aux médecins ont dû décider quelles personnes recevraient un traitement, tandis que d'autres succomberaient à la maladie. En général, comme les personnes âgées étaient considérées comme ayant moins de chances ou comme ayant vécu leur vie, elles étaient moins prioritaires pour les soins. Il ne s'agit pas de blâmer les professionnels de la santé qui, dans l'ensemble, se sont plongés dans une crise de santé mentale et physique en essayant de sauver les gens pendant la pandémie. Les sous-financements chroniques des soins de santé et les injustices sociales constantes qui font que les personnes âgées, les femmes, les personnes de couleur ou d'origine autochtone sont à risque. C'est ça qu'il faut blâmer. Parmi les membres de mon association des femmes rurales, dont beaucoup de femmes âgées vivant dans des communautés rurales de 82 pays, la réalité, c'est que l'isolement est devenu un problème encore plus important qu'auparavant. Nous reconnaissons que de nombreuses familles ont investi du temps et des efforts pour assurer qu'elles puissent rester en contact avec les membres plus âgés ou isolés pendant la pandémie, mais le manque de confiance et connaissances numériques signifie que ces utilisateurs sont plus susceptibles d'être affectés
par des problèmes en ligne tels que logiciels malveillants, des virus, voire des escroqueries. Le fossé générationnel s'est réduit, bien que les femmes âgées continuent d'être à la traîne des hommes lorsqu'on compare les chiffres. Les femmes âgées des communautés rurales sont confrontées aux mêmes problèmes que leurs homologues urbaines, mais avec des difficultés bien plus grandes pour les résoudre. Dans mon propre pays, l'Afrique du Sud, nous avons assisté au cours des 3 dernières décennies à un changement politique et social sans précédent. La fin de l'apartheid a vu la naissance d'une véritable démocratie et l'élection d'un gouvernement inclusif sous la direction de Nelson Mandela. Aujourd'hui, alors que les voix indigènes sont entendues et que les diverses communautés sont représentées à tous les niveaux, je suis également consciente que davantage peut être fait en termes de cohésion sociale et collaboration pour le bien de tous. Malgré les changements, les clivages historiques et socio-économiques restent un facteur et de nombreuses organisations ou branches des femmes en Afrique du Sud restent dominées par des voix blanches ou noires. On lui demande de conclure. Il n'y a pas d'antipathie entre ces branches, mais il n'y a pas non plus beaucoup de partage des idées ou des résultats des collaborations pour que notre gouvernement s'attaque aux problèmes structurels. Je vais conclure en disant que nos gouvernements doivent s'efforcer de réussir au-delà des frontières nationales, car personne ne peut revendiquer une victoire morale sur le COVID-19, alors que certains pays riches discutent déjà du vaccin, d'une troisième dose du vaccin. La grande majorité des habitants des pays en développement, même les travailleurs de santé, n'ont pas reçu leur première dose. Les pays les plus mal lotis sont les nations à faible revenu qui ont reçu moins d'1% des vaccins administrés à ce jour. Lorsque nous parlons en ces forums, nous pensons souvent en termes de gouvernement et de société civile ou même de gouvernement contre la société civile. Ce n'est pas mon intention aujourd'hui de le voir de cette manière. Ils sont fondés sur les mêmes engagements envers l'agenda 2030, tous ensemble. Et notre association veut engager pour que toutes les voix des femmes, toutes les femmes âgées, indigènes, jeunes, toutes les femmes non urbaines, toutes celles qui ne peuvent être entendues au-dessus du vacarme du chaos ou du silence de l'inaction mondiale soient écoutées. Merci. Merci pour ta critique claire et ce qu'on présente parfois dans le rapport des pays et aussi pour souligner qu'il y a plusieurs pandémies parallèles et surtout que les personnes de couleur, les autochtones, les personnes des régions rurales ont subi davantage et qui ont des défis plus grands devant. Et en même temps que les femmes qui ont subi la violence domestique, etc. Donc, il y a plusieurs expériences pendant la pandémie dont il faut tenir compte alors qu'on prépare nos réponses aux présentations des différents gouvernements. Donc, après toutes ces expériences de la pandémie et de tous les défis qui existaient déjà, nous devons prendre une approche unifiée
à partir de toutes nos réalités et nos différentes priorités pour que l'agenda 2030 puisse être réalisé. Et il faut tenir compte de toutes ces perspectives pour donner une réponse unifiée. Et parce qu'à moins de réussir dans tous les objectifs, on ne pourra réussir en aucun. Malheureusement, on n'a pas le temps pour des questions et réponses, mais si vous avez des questions, et vous pouvez les écrire dans la chat. Nous allons revenir à vous avec des réponses ou des informations après notre réunion d'aujourd'hui. Sheila, est-ce que tu veux dire un mot pour conclure? Non, merci beaucoup. Je voudrais remercier tous et tous les panélistes, vos présentations pour pouvoir continuer à travailler tous ensemble. Merci à tout le monde et aux interprètes. Merci.